La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur e-radio. 90. Nous sommes le 5 mai 2019 et nous sommes dimanche. Vous êtes sur e-radio à l'ère du temps. Merci et bienvenue. Avec nous, Mohamedou Dia, professeur de philosophie et journaliste, et As Mamoun Sey, spécialiste en communication politique et sociale. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Le poste de Premier ministre a été supprimé hier. Les députés ont voté, 124 voix contre 7. L'Assemblée nationale a l'opposition à 6 jours pour faire recours auprès du Conseil de la Cour suprême. Au moins 22 articles ont été supprimés ou sont concernés par cette réforme. L'argument du gouvernement est d'aller très vite, d'économiser plus de 100 milliards sur les 5 ans, c'est-à-dire plus de 100 milliards sur les 5 ans. L'opposition n'est pas d'accord avec cette façon de faire. Elle dit que le gouvernement fait tout sans concertation et que les arguments avancés ne tiennent pas la route. Est-ce qu'à votre avis, Mohamedou Dia, vous êtes d'accord ou bien les arguments avancés par le gouvernement tiennent-ils la route? Bonjour Alassane Samba, merci donc pour l'invitation. Les arguments avancés par le gouvernement, à mon avis, tiennent la route parce que ça permet évidemment de déconcentrer l'administration et que les choses aillent plus vite, puisqu'on est en système de fast-track, pour reprendre la terminologie américaine. L'opposition estime que le président Macky Sall aurait dû en parler lors de la campagne présidentielle pour que les Sénégalais puissent savoir qu'est-ce qui va se passer, mais c'est une information qu'il aurait cachée aux populations et en dernière minute à sortir comme ça de son chapeau, et que derrière cette réforme de la Constitution, il y a Angus Roche. Je ne le crois pas pour une raison très simple. C'est-à-dire que pendant une campagne présidentielle, on ne peut pas brouiller les messages. Et donc, mettre sur la balance la question de la suppression du poste de Premier ministre, ce n'était pas le sujet. Une fois qu'on élit quelqu'un au président de la République, dans les conditions que j'ai évoquées tout à l'heure, cette personne est pleinement responsable donc, pour choisir la manière de gouverner, et y compris donc, de proposer la suppression du poste de Premier ministre pour être en première ligne, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui donc va devoir s'expliquer sur tout, travailler directement avec les ministres et peut-être suivre l'évolution donc, des chantiers et autres programmes qu'il va essayer de faire évoluer en fast-track, pour reprendre l'expression. Et donc de ce point de vue-là, non, pendant la campagne, aurait brouillé les messages. Et le seul message qu'il valait à l'époque, c'était d'avoir donc de se faire réélire dès le premier tour, en donc, mettant en exergue le bilan du septennat, en mettant en exergue les projets pour la phase 2 du PSE. À ce moment-là, au moins 22 articles de la Constitution sont touchés par rapport à cette suppression des postes de Premier ministre, parce qu'en touchant le poste, on touche 22 articles de la Constitution. Certains parlent de fast-track, ils ont dit que c'est pratiquement le même slogan qu'avait Mimi Touré en disant accélérer la cadence. Les gens ne comprennent pas aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une façon encore d'embrouiller davantage la population? Merci Alassane de cette invitation. Je salue tous les auditeurs et auditrices de e-radio. Je pense qu'il y a eu beaucoup de débats autour de la suppression du poste de Premier ministre. Je pense que nous devons d'abord analyser 3 aspects pour dire est-ce que c'est légitime. J'ai dit oui parce que le président de la République peut envoyer une loi à l'Assemblée. Est-ce que c'est conforme à la Constitution? C'est oui. Maintenant, le problème qui se pose, le 3e niveau d'analyse, c'est l'impact sur les institutions. Je pense que le terme fast-track ou accélérer la cadence plus vite que ça, ce sont des termes que l'on peut accepter ce qu'à ce niveau. Mais ce qui se passe, il faut d'abord dire aussi que ce n'est pas un acte politique. Beaucoup de gens, comme vous le dites tout à l'heure, qu'il y a des sous-entendus, qu'il y a des problèmes qu'on n'a pas encore élucidés, c'est une réforme technique et administrative. Et ça, je suis tout à fait d'accord parce que, comme l'a bien dit Dia, dans l'histoire politique du pays, M. Dia n'était pas Premier ministre, il était président d'un conseil. Les événements de 62-63
en arrivant jusqu'à la suppression du poste de Premier ministre entre Diouf et Habib Thiam, etc., etc., il y a des arguments, c'est vrai, mais c'est des conflits. Ce qu'il faut dire maintenant, cette volonté d'accélérer le processus de développement et la phase 2 du PSE me semble être une volonté individuelle personnelle du chef de l'État. La suppression donc du poste de Premier ministre permet au président de la République d'avoir à mieux suivre, mieux évaluer et avoir en face le missionnaire lui-même. Parce qu'en fait, le Premier ministre coordonne l'activité gouvernementale. Sur le troisième niveau, il n'y a pas d'impact. Parce que ce qui l'Assemblée nationale, je suis toujours dans le cadre des débats qui se sont posés, ne perd pas son pouvoir. L'Assemblée, il a un pouvoir de voter des lois, de contrôler l'exécutif et de suivre les politiques publiques. Il y a une nouveauté, le président ne peut plus dissoudre l'Assemblée et l'Assemblée ne peut plus faire une motion de censure. Sinon, le fait que l'Assemblée perde cette faculté de faire des motions de censure, c'est quand même le pouvoir qu'elle perd. Oui, mais nous sommes dans un régime présidentiel qu'il faut assumer. Il faut que le président de la République assume réellement le rôle de chef d'État dans un régime présidentiel. C'est vrai, en politique, en communication politique, il faut toujours évaluer le contexte dans lequel il n'y a pas eu, il y a eu 44 ou 43, 42 plutôt de réformes constitutionnelles. Les Sénégalais qui ne sont pas d'accord avec Macky Sall. Qui ne sont pas d'accord avec Macky Sall. Dans sa élection. Oui, non, non, je dis le nombre de réformes dans la Constitution. Les 40, je viens sur ta question, les 48%, 42% qui ne sont pas d'accord, dans tout pays organisé, il y a toujours un pouvoir et de l'opposition. Mais l'opposition en tant que telle fait son bonhomme de chemin, mais à mon humble avis, n'est pas organisée pour porter la République au gouvernement. Je vous donne un exemple. Hier 127 députés ont voté, je crois. La dernière réforme, c'est 72 avec Abdou Diouf. Donc, une majorité, elle sert à gouverner. Ce que nous devons analyser, nous, et quand les gens disent que le président de la République devait dire ça lors de la campagne électorale, j'ai dit que je suis tout à fait en phase avec ça. Cette année, le président de la République a bien informé ses compatriotes, ses alliés pour dire que la campagne sera axée sur le bilan de la phase 1 du PSE. Il fallait expliquer aux citoyens sénégalais le bilan chiffré, les réalisations. Est-ce qu'il est utile ou inutile de dire que je vais supprimer, ça peut créer, je pense, à mon avis, des réactions, etc., des réticences même à ce niveau dans le camp des acteurs. La démocratie sénégalaise était quand même connue comme étant une démocratie de concertation, de consensus sur des grandes décisions qui sont prises. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a pratiquement plus de discussion entre pouvoir et opposition sur des questions essentielles. On a vu ce qui se passe au Bénin aujourd'hui avec Talon qui a pratiquement avec ses décisions éliminé toute l'opposition à l'Assemblée nationale. Et c'est que ça crée comme ressenti auprès des Béninois, auprès de la communauté internationale, que la figure démocratique du Bénin semble être aujourd'hui défigurée. Oui, mais comparaison n'est pas raison. Ce que fait M. Talon au Bénin n'a rien à voir avec ce qui se fait ici au Sénégal. Il a décidé simplement d'éliminer toute l'opposition, mais toute l'opposition au niveau législatif. C'est quand même insensé. Bon, maintenant, pour en revenir au débat au Sénégal, je dois souligner un aspect. Tout à l'heure, dans une question, vous avez dit que 42% Sénégalais sont contre le président Macky Sall, ont voté contre. C'est pas vrai. C'est 42% de ceux qui ont voté. L'électorat. Et l'électorat, les inscrits ne font pas 7 millions. Et parmi eux, je crois qu'il y a 4 millions 800 et quelques qui ont voté. Et parmi ces gens-là, 58% ont voté pour le président Macky Sall et le reste pour l'opposition. Mais il y a 15 millions de Sénégalais. Et donc on ne peut pas dire que c'est 42% de 15 millions de Sénégalais. Ce chiffre est faux s'il est présenté comme ça. Ceci dit, la concertation, elle est bloquée dans le pays, la faute à qui? Moi je pense que la faute c'est d'abord à l'opposition. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que vous refusez de reconnaître donc, les résultats des élections. Vous sortez des livres blancs tirés par les cheveux. Vous êtes... Mais il y avait quand même, M. Dia, une rencontre entre le pouvoir de l'opposition qui a tenu en haleine tout le pays pendant pratiquement une journée.
Et les conclusions de ces discussions n'ont jamais été exécutées. On n'a jamais si cette journée dite de concertation des maintenant, qu'est-ce qu'il est devenu? C'est de pouvoir, après cette concertation-là, d'appliquer les résultats de ces rencontres. Oui, mais vous savez, un dialogue, il faut deux pour le mener jusqu'au bout. Et si ce dialogue-là qui a été initié avec l'opposition du pouvoir, l'opposition sent que le résultat de ces élections, de cette rencontre-là, n'ont pas été appliqués, et il est fondé peut-être se dire à quoi sert de dialoguer. Si on dialogue pendant une journée, et ça ne sert à rien après. Oui, mais cette élection, cette opposition devait être donc cohérente avec ses propres décisions. C'est la même opposition qui rejetait donc le parrainage, qui a rejeté les appels du ministre de l'Intérieur pour des concertations, et qui finalement est allée elle-même au ministère de l'Intérieur récupérer les bulletins pour pouvoir faire les parrainages, qui a fait les parrainages et qui aujourd'hui nous sort un livre blanc pour dire que les élections ont été... voilà, c'est du n'importe quoi. Il y a un manque de cohérence, un manque de rigueur, et ça se ressent dans ce blocage du dialogue. Aujourd'hui, si l'opposition ne reconnaît pas l'élection du président Macky Sall, comment cette même opposition peut appeler à un dialogue? Il faut savoir ce qu'on veut. Il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. Ce n'est pas possible. Donc pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait une volonté commune de dialogue. Et il ne peut pas y avoir de démocratie sans dialogue. Le dialogue est dans l'essence même de la démocratie. Et le Sénégal a toujours été un pays de dialogue. On nous parle donc du fameux code électoral consensuel avec le président Kéba Mbaye, et pour lequel donc, le président Diouf avait déclaré qu'il ne toucherait pas une virgule. Mais ça, ce n'est pas sorti du nerf comme ça. Ce n'est pas venu ex nihilo. Il a fallu un temps de maturation. Il y a eu en 1988 des élections très disputées. Abdoulaye Wade s'est retrouvé en prison. Il y a eu quelques violences et même un couvre-feu qui a été imposé dans le pays. Et au fur et à mesure, il faut saluer quand même à cet égard-là. Et à cette époque-là, la maturité du président Abdoulaye Wade, qui même en prison a accepté le dialogue, et qui est venu à la table de négociation, et qui finalement s'est retrouvé d'ailleurs membre du gouvernement. C'est cela le dialogue. C'est-à-dire qu'il faut savoir dépasser les passions qui naissent des confrontations politiques. La politique, c'est ça, c'est la passion, mais à la fin, c'est la raison qui doit triompher. Mais pour que la raison triomphe, il faut faire ce que Machiavel a toujours dit depuis le XVIe siècle, qui est de reconnaître la vérité effective des choses, ou en langage moderne, de faire l'analyse marxiste, d'analyser donc la réalité concrète. Et cette réalité concrète, elle est là. C'est Macky Sall qui est élu président de la République après les élections d'une transparence remarquable. Je ne vais pas dire absolue, puisque rien ne peut être absolu quand les hommes sont en action. Il y a toujours des imperfections, évidemment. Mais c'est par le dialogue qu'on corrige les imperfections. Et pour dialoguer, il faut venir s'asseoir à la table avec le pouvoir. On ne peut pas nier l'existence même du pouvoir et solliciter un dialogue avec ce même pouvoir. Ce n'est pas possible. Mais cette suppression du poste de Premier ministre, en quoi ça va changer effectivement la vie des Sénégalais? C'est ça la question principale. Mais je voudrais revenir un petit peu sur le... C'est une nécessité. Je pense que le président élu à 58% doit rechercher les mécanismes, tout ce qu'il faut pour arriver à ce dialogue national. Parce qu'il y a et il y aura beaucoup d'enjeux futurs, et sans le dialogue qui ne peut pas être résolu. Mais il y a eu un dialogue national. Oui, le dialogue national. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est une ruse encore pour les amener dans une table de négociation pendant c'est pour dire. Et pour les soulèvements, je pense que l'opposition, comme l'a dit, outillée, accepte la victoire du président, quelles que soient les déclarations. Mais moi, je dis que le président de la République élu, qui est en exercice, doit être à la hauteur pour insister sur la nécessité de ce raccord. Parce que le dialogue ensemble ne veut pas dire que tout est accepté. Mais le fait que le Sénégal est un pays de tradition de dialogue. Le Sénégal n'a pas besoin d'opposition stéréotypée, classique, allant sur des déclarations, sur des livres. C'est le pouvoir en exercice que les Sénégalais ont élu qui doivent être à la hauteur pour appeler, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les contraintes, à trouver les mécanismes et les modes opératoires pour instaurer ce dialogue. Non seulement pour l'intérêt du pays, je viens à votre question, cette suppression du poste de premier, à mon humble avis, peut avoir un impact sur la célérité des réalisations. Vous savez, dans le gouvernement, en dehors même du ministre, il y a ce fameux secrétaire général où il peut y avoir un retard.
je dépose un dossier au niveau du secrétariat avant que ça soit arrivé au ministre, avant que ça n'arrive sur le premier ministre. Je prends l'exemple, la construction d'un lycée au niveau de Rufisque Extension. Ça fait un an que le domaine est réglé, la terre est donnée, mais à cause de lenteur administrative, ces lycées-là ne Rufisque à bloqué. Dans d'autres régions séparées, puis les dispensaires séparés. Donc si le chef d'État veut suivre, évaluer directement, je pense que si nous avons un bon secrétaire général du gouvernement, de la présidence, les dossiers arrivent mieux et sont mieux. Ça, c'est la volonté. Mais il reste la réalisation. Parce que le chef d'État a un calendrier politique intérieur, les voyages, etc. etc. C'est ça la question fondamentale. Est-ce qu'avec cette réforme, la phase 2 du PSE sera accélérée, sera déterminante pour la vie des citoyens? Les forages, l'électricité, l'eau, etc. Je pense, à mon avis, que le chef de l'État veut lui-même, pour avoir un bilan de ces 5 de ce mandat. Je pense qu'on va suivre l'évolution. On ne peut pas être Dieu pour affirmer, mais je pense que cette volonté décrite dans l'exposé des mesures, accélérer la chose, la bonne gouvernance, la modernisation de l'administration, et il s'engage lui-même à être au-devant de la scène, s'exposer, parce qu'il s'expose maintenant au public, à la nation. Mais l'impact recherché pour les populations doit être un credo, un sacerdoce pour le président. C'est la question de fond, c'est moins la suppression du poste du Premier ministre que la réforme de l'administration. Que si le Premier ministre soit là ou pas, si l'administration n'est pas modernisée, réformée, ça ne sert à rien, au fond. Est-ce que la question de fond, c'est pas ça alors? Mais bien sûr, je pense que c'est la question de fond. C'est une administration vraiment efficace au service du développement. Parce qu'on connaît les lenteurs de l'administration. Et d'ailleurs, c'est pourquoi moi je pense que le bilan que le président Macky Sall a pu avoir pendant le septennat est presque miraculeux. Mais c'est compréhensible dans la mesure où il est lui-même un ingénieur de formation. Je pense que ça, c'est important. Parce qu'il a pu suivre certains chantiers. Et il pouvait aller par exemple sur un chantier lui-même et discuter avec ceux qui sont là en train de travailler. Ce que notre président, qui n'a pas cette formation, n'aurait peut-être pas pu faire. Et là, s'il a demandé, enfin s'il a initié ce projet de loi pour être encore davantage en première ligne, c'est bien parce qu'il compte faire un bilan. Parce qu'il sait qu'il a un mandat de 5 ans. Et 5 ans, c'est très court. Il y a certains projets, d'ailleurs, on nous dit qu'il faut presque 2 ans pour ficeler complètement le projet, financement compris, pour entamer la réalisation du projet. Et il y a eu beaucoup de retard. On l'a vu avec l'université Amadou Mahtarou à Diamniadio. On le voit aussi avec le lycée technique de Sagara, par exemple. C'est des projets que je connais comme ça, que je prends. Il y en a certainement d'autres. Et c'est un scandale. Parce que si on veut aller très vite, on ne peut pas se permettre de perdre du temps quand les financements sont disponibles et qu'il suffit simplement de respecter un calendrier. Et là, le président Macky Sall a raison de vouloir vraiment prendre les choses en main. Il l'a déjà fait pour le septennat. S'il ne l'avait pas fait, il n'aurait pas eu ce bilan-là. Je me demandais comment il a fait, par exemple le pont sur la Gambie, par exemple, c'est assez complexe quand même, il y a 2 États qui sont impliqués. Ensuite, l'autoroute Ila-Touba. Bon, je pense que les Chinois ont fait un travail remarquable. Et ensuite, les continuations avec l'autoroute à péage, la finalisation de l'aéroport, les gens l'oublient. Quand Abdoulaye Wade a quitté donc, le pays et donc la présidence de la République, l'aéroport n'était terminé qu'à 30%. Il a fallu 70%. Et ça, c'est Macky Sall qui l'a réalisé. Bon, il a pris le taureau par les cornes, et c'est ce qu'il veut continuer à faire. Et ça, il faut le féliciter. Mais cela ne va pas, par un coup de baguette magique, changer la façon dont l'administration fonctionne. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faudrait imprimer maintenant un rythme à l'ensemble de la machine administrative, si je peux m'exprimer ainsi. Ça, à mon avis, ce n'est pas rien. Mais tous ces projets dont vous parlez tout à l'heure, énumérés en disant que ça a été fait, au fond, est-ce que ça a changé la vie des paysans de Kidaka dans le Dagana? Est-ce que ça a manger mieux, de se soigner mieux, d'envoyer ses enfants à l'école, dans de bonnes écoles publiques? Dagana, j'ai envie de dire que je ne sais pas trop, mais alors que ma grand-mère est du Wallo. Ça peut être n'importe quel Mais dans le Nioro que je visite maintenant assez fréquemment, j'ai vu des réalisations quand même qui sont des réalisations appuyées au niveau des routes, au niveau des écoles justement. Presque à tous les niveaux, vraiment, il y a des réalisations concrètes. Et c'est pourquoi d'ailleurs à Nioro, dans le département, le président Macky Sall, il n'y avait pratiquement pas d'opposition.
c'est 80%, il a gagné à 80% dans le département de Nioro, mieux qu'à Fatick d'ailleurs, soit dit en passant, où il a gagné à 79%. Donc pour dire que les gens, il y a des réalisations mais vraiment, mais qui crèvent les yeux, et qui impactent la vie de tous les jours des populations rurales. Et c'est aussi le cas dans beaucoup d'autres régions du pays où il a eu des scores, disons, soviétiques. Et pourtant, les jeunes continuent à venir à Dakar, à s'installer à Dakar, chercher de l'emploi. Le président lui-même l'a dit, il y a sur le marché du travail, chaque année, plus de 156 jeunes qui arrivent et qu'on ne trouve pas de solution par rapport à ces jeunes-là. Tout à fait. Donc, est-ce que ces réalisations ne sont pas des macroéconomiques et aussi avec des bénéfices qui vont à l'extérieur, sans toucher réellement le Sénégalais d'en bas? Il y a deux niveaux d'analyse. Il y a les infrastructures. Et vraiment, en faisant le tour du pays, vous vous rendez compte, en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de PUDC, a fait quand même des choses acceptables. Ça, ce sont les conditions de vie, sur la mobilité, sur l'accès aux soins, aux services de base. C'est vrai, il y a maintenant un niveau de développement de l'être humain, c'est-à-dire la satisfaction des besoins élémentaires des femmes, des personnes âgées, etc. Sur le plan de la santé, il y a des avancées significatives sur ce plan-là. Maintenant, c'est pourquoi je dis le questionnement, la question primordiale pour les Sénégalais, est-ce que cette réforme a un impact positif sur la vie des Sénégalais? C'est ça la question fondamentale. En dehors de ça, il y a le financement des femmes avec l'ADER, etc., qui est exprimé à 30 milliards de francs. Mais, vous savez, Yann a dit tout à l'heure, Al-Sad, on ne peut pas tout faire en un temps de corps. C'est pourquoi le PSE dépasse le cadre de Macky Sall. Je pense que ça aussi, c'est une vision que nous devons avoir, que ce n'est pas l'homme Macky qui est encadré dans le PSE. Là, je vous donne entièrement, il y a des choses à faire. Alors, nous, sur la question de la santé aujourd'hui, Oui. tout Sénégalais qui fait un accident à l'intérieur du Sénégal a 1000 chances de mourir avant de venir à Dakar, faute d'urgence. Est-ce que ce n'est pas les questions plus essentielles? C'est ça que je veux dire. Même dans la circulation C'est ça que je veux dire. Même dans la circulation Dakar, ici, Dakar-Ville, Voilà. en pointe, à heure de pointe, Voilà. un Sénégalais qui fait un accident a 1000 chances de mourir avant d'aller à l'hôpital. Est-ce que ce n'est pas Je ces vous questions donne un qu'il faut exemple. régler de façon concrète? Je vous donne un exemple pour être d'accord avec toi. Le Sénégal reste le seul pays actuellement où il n'y a pas un sens giratoire. C'est le seul pays. Dans une route de 6 mètres, c'est 2 voies. On passe à droite, on passe à gauche, la charrette, le taxi, les pousse-pousse, etc. Je suis d'accord avec toi que des actions fortes, ce qu'il faut actuellement, c'est pas ça. Quand ils s'engagent pour dire aération des routes, aménagement du territoire, pour être d'accord avec toi, il ne s'agit pas d'écrire une politique de réforme pour dire c'est l'accélération, la célérité, le meilleur contrôle de l'exécution. Il y a des Sénégalais qui sont dans les quartiers, dans les villages, qui ont besoin de vivre, de se soigner. Parce que la mobilité urbaine reste encore à faire. On ne peut pas comprendre qu'aux heures de peine, autour de la péage où on paye 1000 francs ou 1500, on puisse s'arrêter pendant 30 minutes pour payer son prix. On ne peut pas créer dans une rue à Dakar si on n'a pas un sens giratoire de mobilité à sens unique, on ne s'en sort pas. Voilà des actions fortes, d'accord avec toi. Mieux la femme qui va au dispensaire. On parle de prise en charge gratuite des enfants de 0 à 5 ans. Il faut que ça soit visible. On peut dire l'enfant ne paye pas, mais si au sortir du dispensaire, il reste sur la pharmacie 15 000, c'est pas la peine. C'est le lot d'électricité. J'ai entendu une bonne nouvelle du gars du ministre de l'Énergie en disant qu'il ne faut pas couper le samedi et le dimanche. Ça, c'est humaniser les relations du travail. Mais donc, il y a des problèmes concrets, réels que vivent les Sénégalais. Et cette réforme constitutionnelle dont le socle est la célérité, l'accélération au bénéfice de l'homme doit être perçue quotidiennement. Il faut que nous ayons le courage, nous-mêmes Sénégalais, de dire qu'il faut désencombrer les affaires. On ne peut pas comprendre que partout, sur les trottoirs, sur la route, qu'il y ait un commerce qui est mal organisé. Monsieur Dia, les invisibles, c'est les Sénégalais qu'on rencontre dans la rue sans s'en rendre compte qu'ils sont là dans la rue, qui tous les jours essaient de s'en sortir.
qui n'arrivent pas à s'en sortir. Les discours qu'on donne au niveau macro, ils ont l'impression qu'ils vivent dans un pays très différent de ce qu'ils vivent. On parle aujourd'hui d'encombrement de Dakar, en parlant de monde fast-track, entre autres, alors que si vous faites un accident en heure de pointe à Dakar, vous avez 1000 chances de mourir avant d'aller à l'hôpital. Le ministère de la Santé n'a pas d'hélicoptère médicalisé, les sapeurs-pompiers n'ont même pas d'hélicoptère médicalisé pour pouvoir évacuer à l'urgence des Sénégalais, alors que c'est l'argent des Sénégalais qui fait fonctionner le gouvernement. Il faut même ajouter à cette critique le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont été obligés d'évacuer en dehors du pays pour les soigner. C'est pour dire que pour la santé, mais il y a de grands chantiers vraiment qu'il faut commencer, parce que peut-être qu'ils n'ont même pas encore commencé. Et ça, on a un déficit qui traîne depuis la question des ajustements structurels et que le FMI, d'ailleurs, la Banque mondiale, je crois qu'on en parlera tout à l'heure, imposé au pays, et que la santé a été un peu le parent pauvre et un peu de l'éducation, et d'ailleurs nos difficultés actuelles viennent un peu de ça. Et donc il y a un effort, mais exceptionnel qu'il faut faire pour le secteur de la santé. Je pense qu'il y a un problème qui est très sérieux, surtout à Dakar, mais aussi dans toutes les villes du Sénégal, et même en milieu rural, où l'évacuation des personnes par les ambulances pose problème, et qu'il y a encore beaucoup de décès dans l'évacuation, aussi bien des accidentés que des femmes qui vont accoucher. Et ça, c'est pas normal. En plus, maintenant, ce que vous dites tout à l'heure en parlant des jeunes qui sont dans la rue, qui se battent pour trouver quelque chose, disons ça comme ça. Mais c'est une situation globale, une situation d'accès à l'emploi, mais il faut savoir qu'au Sénégal, je me demande s'il y a 500 000 salariés, à peu près peut-être. Et donc la grande majorité, c'est le secteur informel. Et ce secteur informel, par définition, n'est pas contrôlable. Et je crois que l'autre jour, c'est le président de la République disait les conditions de l'organiser. Mais bien sûr, permettre à ces jeunes-là de mieux s'en sortir. Le problème fondamental, c'est que les gens ils disent qu'il y a un décalage dans le discours, de la réalité des faits. Oui, ça parle beaucoup, oui, ça agit peu. Oui, mais il y a eu quand même beaucoup d'actions par l'État du Sénégal. Si on remonte à Senghor jusqu'à maintenant, à l'époque, je crois que c'est du temps du président Abdou Diouf, quand on a eu ce premier problème avec les maîtrisards, l'État du Sénégal a fait ce qu'on appelait opération maîtrisard. On a financé les gens qui avaient des maîtrises de l'université. Ça a échoué. Mais ça a échoué, pourquoi pendant cette même période. Parce qu'on voulait permettre à des étudiants de gérer alors qu'ils n'ont pas appris la gestion. Il fallait d'abord leur apprendre la gestion. Première chose. Deuxième chose, il y a eu en amont toutes ces banques qui ont fait faillite. Et on peut les citer, de l'USB à la BSK, de la BNDES à la BCS, de la BIAO à la Soubicédi, de la Sonaga, on peut continuer. Ça, c'est des réalités sénégalo-sénégalaises. Et tant que nous ne ferons pas face à ces réalités qui sont quand même des signaux de dysfonctionnement propre à notre société, et le problème, il est culturel aussi, et il est peut-être même plus culturel qu'autre chose. Et Senghor a eu à combattre cela, même en ce qui concerne ce qu'on disait par exemple les gaspillage dans les cérémonies familiales. L'argent qui n'est pas réellement investi de manière rentable, mais investi dans des cérémonies où le prestige, le voyement entre guillemets, prime sur toute autre considération. Et ça, ce sont des réalités qui, encore aujourd'hui, 59 ans après les indépendances, peut-être même des siècles avant, plombent le pays. Et le problème principal aujourd'hui, c'est le problème de l'emploi. C'est 150 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année. C'est un problème qui est un problème mais colossal, parce qu'en plus de ces jeunes, il y a tous ceux qui viennent donc, du monde rural, qui cherchent à partir en quittant le pays, et toute cette désespérance, on doit la prendre en charge. Parce qu'on ne peut pas continuer à penser que ces jeunes sont des exclus de la société. Ils ne le sont pas, ce sont l'avenir de la société, les jeunes. Et il faut qu'ils soient formés. Mais dans ce cas-là, il faut que l'on se départisse de l'idée selon laquelle tout le monde doit faire des études à l'université. Ce n'est pas vrai. L'université, c'est la crème, l'élite qui doit y aller. Les autres doivent être formés dans des écoles de formation professionnelle. Et cette orientation scolaire doit être faite le plus tôt possible. Et puis en plus, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais ce qu'il faut, c'est que réellement, il y ait une prise de conscience de tous les acteurs et que l'on parle aux jeunes
avoir une formation professionnelle et tout à fait et aussi valorisante que d'avoir des diplômes universitaires. Si on peut les avoir des diplômes universitaires, oui, qu'on soit en mesure de le faire, qu'on soit aidé. Si vous êtes de famille donc assez modeste, c'est normal. Les bourses doivent servir à ça. Mais cette volonté farouche et inconsciente, j'allais dire, de vouloir coûte que coûte faire des études universitaires, avec, on a vu toutes ces écoles supérieures qui descendent des champignons dans tout le pays, bon, liées aussi à la sous-région, avec les problèmes que la sous-région a et qui envoie des enfants ici. Tout cela est compréhensible, c'est une bonne chose, mais en même temps, c'est un risque. Au moment où l'FMI demande l'application de la vérité des prix à la pompe, l'FMI demande à l'État d'appliquer réellement les prix. Est-ce qu'on ne peut pas être dans une situation où l'État du Sénégal n'a pas les moyens et qu'on applique la vérité des prix, qu'on soit dans une situation sociale difficile? Oui, je veux revenir un peu sur la santé. Oui. Mais sur la santé, on est d'accord. On ne peut pas avoir, par exemple, 3 000 sages-femmes pour former 7 000 infirmiers, 30 médecins chaque année. Je crois qu'il y a une vision forte de l'État, que les populations, pour être d'accord avec moi, leur santé, la santé, l'éducation, c'est donc important, c'est le capital humain qu'il faut revaloriser. Je pense qu'il a si bien dit, c'est depuis d'ailleurs bien avant, en 1984, avec le nouveau vidéo, pour tomber sur la vérité des prix. Autant vous parlez de vérité, autant la Banque mondiale a l'œil sur la masse salariale, ce qui fait défaut à l'État de pouvoir recruter des compétences avérées. Ce sont ces problèmes-là qui gangrènent le secteur de la santé. Quand on parle d'accouchement dans les charrettes, quand on parle d'accouchement, c'est parce qu'il n'y a pas de personnel qualifié, suffisant, compétent à accueillir ces femmes-là. Maintenant, sur la vérité, je pense que nous ne sommes pas isolés comme une nation isolée. Il y a 1 mois, 2 mois, il y avait cette volonté du chef d'État d'augmenter les taxes. Et récemment, vous avez entendu les taxes sur le ciment, qui va avoir une répercussion sur toutes les chaînes de consommation et de production. À l'évidence, moi je suis attentiste et je suis cela. J'aurais demandé, parce que c'est devenu au chef d'État, il y a des fois une attitude ferme pour aider les populations. On ne peut pas, dans ce contexte de paupérisation, de féminisation de la pauvreté, de difficulté des ménages, arriver à augmenter certains prix. Le problème qui se pose, je l'ai dit avant-hier au monde du travail, il faut que nous puissions être plus réalistes. Le panier de la ménagère, par exemple, on peut ne pas y toucher. Mais quand il s'agit, comme il a si bien dit, quand il stratifie la classe sénégalaise, le ciment, le tabac, l'alcool, etc., ces produits qui n'ont pas un impact assez large peuvent être augmentés. Mais il est dangereux d'augmenter, en tout cas de penser à augmenter les prix du pain, du lait, du riz, etc. Ça, c'est mon avis sur ça. Je pense qu'il y a une réflexion à faire avant de s'engager dans ce Les FMI demandent l'application de la vérité des prix, parce que le Sénégal est encore peut-être sous programme du FMI. Et qu'aujourd'hui, certains disent que si l'État du Sénégal arrivait lui-même à rationaliser ses dépenses, peut-être qu'on aurait pu supporter la subvention pour certains dans le plan de décision. Mais c'est déjà le cas, il y a des subventions. Le Sénégal, pour le verra, paye pratiquement tous les ministres qui circulent en 4x4. Alors qu'en France, vous voyez rarement des ministres en 4x4. Ça aussi, c'est des travers de la gestion du pays. Oui, mais l'État, disons l'état des routes à l'intérieur du pays. 4x4 au Sénégal Oui, mais l'état des routes à l'intérieur du pays, ce n'est pas le même que l'état des routes à l'intérieur de la France. Donc, comparaison, en fait, n'est pas raison. Mais, en ce qui concerne, par exemple, la vérité du prix, mais disons que c'est une vérité à géométrie variable. Parce que c'est les Européens qui nous disent qu'il y a une vérité du prix qu'il faut appliquer. Vous savez qu'il y a des subventions déguisées. Par exemple, au niveau de l'Union européenne, à certains moments, il y a des tonnes de beurre, des tonnes de je ne sais pas quoi, qui sont brûlées purement et simplement pour maintenir certains prix. Bon, c'est un scandale d'un point de vue, j'allais dire, éthique. Mais c'est là. Oui. Ils produisent au moins. Mais oui, mais c'est. Ils produisent nous. Voilà, ils produisent pour détruire. Mais ça, c'est. Mais pourquoi on ne produit pas ici pour détruire la parce qu'on n'a pas l'infrastructure, disons,
de l'infrastructure pour produire. C'est le travail du gouvernement, ça. Mais c'est le travail du gouvernement, le travail des populations, c'est un tout. Sinon, on ne serait pas un État en sous-développement. Si on était développé, on n'aurait pas eu ces problèmes, on aurait eu les problèmes contraires. Mais ça, c'est pourquoi moi, je me considère comme un analyste marxiste. Parce que je suis contre justement ce libéralisme qui s'impose au monde entier et qui en arrive à des absurdités comme quoi on produit pour détruire la production, rien que pour maintenir un certain prix, notamment en Europe, dans l'Union européenne, ou le secteur agricole, et ce qu'il est. Et qui fait d'ailleurs la force mais à la force en même temps, qui est soumise donc au dictat, disons, de l'économie libérale mondialisée. La vérité des prix, le Sénégal a déjà refusé à plusieurs reprises l'augmentation des prix du pain, a déjà refusé l'augmentation du prix du ciment, et tout ça, donc il faut le mettre à l'actif quand même du Est-ce que le gouvernement. Sénégal peut tenir dans ce refus À un moment donné, en non. continuant à tendre la main au FMI pour avoir de l'argent? Le problème, c'est que le FMI, moi j'ai beaucoup de contentieux avec le FMI. J'ai parlé tout à l'heure de toute cette période de l'ajustement structurel qui n'a abouti à rien. Et comme disent, un seul pays au monde. Attendre la main au FMI. Oui, mais parce que nous sommes sous, comment dirais-je, sous programme FMI. Et comme l'ensemble des pays pratiquement africains. Mais le problème du FMI et de la Banque mondiale, Botswana. oui, Botswana peut se le permettre avec son diamant. Nous, quand on aura le pétrole, peut-être. Mais ça travaille aussi là-bas. Ça travaille beaucoup là-bas. Beaucoup. Bon, je ne pense pas qu'ils travaillent plus que les paysans sénégalais, mais avec beaucoup de diamants et des diamants vraiment de qualité exceptionnelle, le Botswana, et qui est bien administré, il faut le dire, faut le dire. Le Botswana est un pays qui est très très bien administré, et ça, bon, parce qu'ils ne sont pas nombreux non plus, ils ne sont pas comme nous. Bon, voilà, et ils ont des richesses que nous n'avons pas. Ça, c'est une parenthèse. Mais, moi, je pense que le pays, donc la résistance à une augmentation débridée des prix est une résistance nécessaire. Mais il y a une vérité du capitalisme mondialisé qui s'impose à tous les pays à un moment donné. Et que par conséquent, il faut voir à chaque fois ce qui est faisable et qui ne heurte pas le panier de la ménagère et ce qui ne l'est pas, parce que ça pourrait déboucher sur, disons-le très clairement, des réticences sociales fortes. Là, on peut le dire comme ça. Est-ce que par exemple la gestion, ce qu'on appelle le train de vie de l'État, dans une efficience globale, pourrait peut-être aider à dénicher les niches de gaspillage d'argent du public, des impôts des Sénégalais, pour faire face aux dépenses? Non, tout à fait, Hassan. Je pense qu'il y a une politique de recettes d'abord qu'il faut voir. Je pense que quand on a 3 milliards et quelques 900 recettes et qu'on a des dettes extérieures de 6 milliards, il y a un déficit qu'il faut résorber. Comment? Il a dit tout à l'heure, je pense que nous avons une administration qu'il faut réformer. Les contrats dévolus depuis du temps du l'ex-président Abdoulaye Wade, tout ça ont emmagasiné des dépenses folles. Ça, c'est le train de vie de l'État. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut une véritable politique de resserrement de nos dépenses internes. La vérité des prix maintenant, il y a des segments qu'il faut analyser. Est-ce que nous devons, inéluctablement, d'ici 2 ans, 3 ans, ça va arriver. Il faut que les Sénégalais sachent que si nous voulons nous développer, peut-être dans 2 ans, 3 ans, on aura notre pétrole et consorts, ce qui va atténuer les choses. Mais ce qu'il ne faut pas toucher, c'est le panier de la ménagère. Parce que c'est ça la survie de l'individu. Si on veut développer un capital humain, on peut maintenant taxer le ciment, comme je l'ai dit tout à l'heure, taxer l'alcool, le tabac, augmenter peut-être même les billets d'avion, je ne veux pas extrapoler, mais ça c'est un fait. Maintenant, ce qui se passe, tant que nous n'avons pas une politique financière correcte, tant que nous n'économisons pas pour avoir une autonomie financière capable de créer les conditions de notre propre développement, nous serons sous le dictat des FMI de la Banque mondiale. Ça, c'est d'abord une révolution interne, du courage par rapport aux autres pays, s'affirmer en tant que tel, parce que le budget prévisionnel et le budget réel, c'est élémentaire. Je pense que le Sénégal ne peut pas continuer à tendre la main. Il ne peut pas continuer aussi à être le dépositoire de certaines richesses, parce que la vérité, ce n'est pas à Diamniadio. Si on calcule, le secteur privé ne représente même pas 2 à 3% des investisseurs étrangers. Je pense qu'un pays organisé, il réforme son administration pour qu'elle soit performante.
et aider le secteur privé. Parce que cette richesse du secteur privé national reste dans le pays. Et c'est ça qui fait vivre les ménages, qui fait vivre. Je pense que c'est ça la vision que nous devons avoir. Mais à l'heure actualité, avec cette volonté de célérité, d'accélération, je pense que le chef de l'État a besoin d'une autre réflexion, vraiment avec toute la patience et la sérénité, pour quand même essayer de juguler, de continuer, tant soit peu, cette difficulté des populations. On pensait le débat dépassé au Sénégal par rapport au Côte d'Ivoire. Ces derniers jours, on a vu qu'avec ce qui s'est passé à Jean-Marc, jusqu'à ce que le ministre de l'Éducation nationale sorte un communiqué pour dire qu'il faut respecter la laïcité du Sénégal. Le pays était connu comme étant un pays quand même toujours de dialogue islamo-chrétien, d'apaisement. On a eu beaucoup de passion autour de ce débat. Est-ce que ça n'a pas eu un malaise profond ou bien c'est un débat sociétal? J'ai là le communiqué du ministre, je crois, du ministre Mamadou Talla, et je pense que ce communiqué vraiment règle le problème. Et quand il dit ici qu'il condamne les actes discriminatoires socio-culturels qui se manifestent de plus en plus dans l'espace scolaire, et que donc il rappelle le premier article de la Constitution du Sénégal, que la République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale, elle assume l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race, de religion, et respecte toutes les religions. Alors, et il continue avec la loi d'orientation du 30 janvier, j'étais enseignant aussi, je me rappelle, du 30 janvier 1991. Et aucun établissement public ou privé ne peut déroger à ce principe. Il faut savoir que les établissements publics, y compris confessionnels ou catholiques ou autres, sont des établissements qui ont sollicité donc l'obtention d'une autorisation de l'État et doivent respecter donc scrupuleusement les lois et règlements du pays. Le voile est un débat, j'allais dire un débat factice, parce qu'il est hors de question, par exemple, dans un espace, en tout cas, prenons le cas de la France. En France, le voile est interdit. Il est interdit dans l'espace scolaire, mais au niveau des écoles et des lycées. Mais le voile n'est pas interdit au niveau universitaire en France. Bon, c'est une incohérence de la France, mais c'est une réalité. Le voile dans l'espace public français n'est pas interdit non plus. Mais il s'agit du voile qui ne couvre pas le visage. Pourquoi? Parce qu'avec les attentats terroristes qui ont ensanglanté quand même le pays, et à plusieurs reprises, il faut se préserver et il faut assurer la sécurité de la population. Le voile qui est interdit, c'est la burqa. La burqa, ça couvre complètement le visage et n'importe qui, même un homme, peut donc se voiler en burqa et venir faire des attentats terroristes. Et on sait même que des femmes en burqa arrivent à être des kamikazes et se font exploser. Donc c'est des questions de sécurité qui font que... Mais si on parle de ce voile, moi j'ai un peu revu l'histoire un peu de la France dans ce domaine. En fait, c'est le problème de la laïcité. Et au niveau de ce problème, c'est un débat qui a existé en France pendant très longtemps. Et la Révolution française a été un peu aussi un catalyseur de ces tensions entre les révolutionnaires et l'Église, en tant que telle, puisque c'était ça. Et il y a eu la loi de 1905, qui est donc la loi de séparation de l'État et de l'Église, qui fait que l'État français, en principe, ne doit financer aucune activité religieuse, construction d'églises ou autre. En principe, il y a des exceptions. Il y a la Moselle et l'Alsace qui sont sous concordat encore aujourd'hui. Mais ça concerne les religions concordataires. Ça vient de Napoléon 1801, donc d'un accord entre Napoléon et le pape de l'époque, pour que ces religions concordataires, qui sont évidemment l'Église catholique, la religion catholique, la religion juive et le protestantisme, même les bâtiments, même les ministres du culte sont payés par la France encore aujourd'hui, en Alsace et en Moselle, mais aussi en Guyane. Donc c'est dire que cette laïcité est en fait une laïcité dynamique. Selon les pays, les choses sont plus ou moins étudiées de manière constructive. Et c'est ce qui devrait se passer au Sénégal. L'église catholique ici est une église qui a beaucoup d'établissements privés qui sont fréquentés par des musulmans, puisque 90% au moins de la population sénégalaise est musulmane.
Et jusqu'ici, il n'y a eu aucun problème de cette nature-là. Il ne faut pas qu'on vienne soulever des problèmes de voile. Bon, s'il y a en plus du voile des habillements qui peuvent prêter à confusion ou susciter tel ou tel commentaire, peut-être. Mais le voile en tant que tel ne doit pas être je pense qu'il semble avoir été occulté dans ce que dit l'Église par rapport au voile, l'école de Shabbat. C'est qu'il y a des jeunes élèves musulmans en voile qui viennent dans les groupes, qui refusent de partager les tables bancs, de s'asseoir avec nos camarades catholiques, en montrant en avant leur identité. C'est ça le problème fondamental. C'est ça. Je pense que ils peuvent voiler, ils n'ont pas le droit de venir dire qu'ils ne partagent pas les tables bancs. Il n'y a jamais de... Il y a un souci, on n'a pas posé la question de fond sur ça. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Je pense que ce problème, nous devons l'analyser en maîtrisant les fondements. Ne pas se refaire sur la question. Ne pas se refaire sur la question. Poser des problèmes de laïcité, de démocratie. Une circulaire, elle sert à éclairer l'application des dispositions, organisation et pratiques du Sud. Mais son applicabilité peut poser problème. Et ce problème de l'Institut Sainte-Jeanne, nous devons avec sérénité et intelligence. Pourquoi? Si vous suivez l'actualité, il y a 6 mois, 7 mois, même pas 1 mois à Joal, le chef de l'église a attaqué la jeunesse. Attaqué carrément pour cet abandon de la voie royale qu'il pose. Je pense que donc, il ne suffit pas que les escapologues crient au scandale, etc. Pour lui, la communication. Oui, c'est pourri. Il faut, parce que le règlement intérieur, comme vous l'avez si bien, on peut bien porter sa tenue, sa voile, mais ne pas aussi offenser ou heurter ou refuser le règlement intérieur. Je pense que l'État, à ce niveau, en tout cas les autorités scolaires, ne doivent pas prendre ce problème comme un épiphénomène ou comme vous le dites. Et vous avez bien raison, c'est un problème social. Ensemble, le contexte mondial, national actuel mérite une attention particulière. Nous sommes dans un pays entouré de beaucoup de facteurs déstabilisants. Un État responsable ne doit pas, à la sauvette comme ça, faire des marches parce que simplement une personne a fait. Le cas de la Sainte-Jeanne mérite attention et respect. Et je termine pour dire, on n'applique pas d'une manière aveugle les circulaires. Le texte, c'est le texte, la loi, c'est la loi. Mais il faut une intelligence pragmatique, une opération d'appropriation pour que ça marche. Sinon, nous risquons d'avoir des conflits malgré cette laïcité. Mais j'abonde exactement dans le même sens parce que je disais tout à l'heure que la laïcité est dynamique et doit être appréciée dans chaque pays de manière constructive. Je vous dis que la France, qui est quand même en la matière, le pays référence pour nous, de culture francophone, en France, en Alsace et Moselle, encore aujourd'hui, par exemple, la mosquée de Strasbourg a été construite avec des fonds publics. Et il n'y a aucun Français qui s'en refuse. Bon, peut-être qu'il y en a quelques-uns au Front National d'ailleurs, parce que le concordat perdure dans ces départements français. Ici, nous avons toujours été en bonne intelligence, de manière, dans la communauté sénégalaise. Il faut savoir, pour l'anecdote, que par exemple, le cardinal Tchandoum avait un frère qui était imam. Et donc, voilà, on ne peut pas ici créer de problème entre musulmans et chrétiens. C'est impossible. Et de la même façon, d'ailleurs, pour en venir à ça aussi, on ne peut pas créer de problème entre les ethnies. C'est pareil. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui pensent que Jacques Diouf ou Jacques Bonin étaient, dans le cas de Jacques Bonin qui est décédé, ou Jacques Diouf chrétien. C'est faux, ils sont musulmans tous les deux. Ils s'appellent bien Jacques. Et pour l'anecdote, on a eu un problème une fois qu'on était à la Mecque avec Gaston Faye de la RTS, et parce qu'on devait aller faire la Umrah, et que les autorités ont regardé son passeport, on voyait Gaston, on dit mais qu'est-ce qu'il va faire ici? On dit mais c'est un musulman comme nous. Il dit ah non, et Gaston s'est mis à réciter la Fatiha et des versets coraniques, et finalement il a convaincu tout le monde. Voilà, c'est ça le Sénégal que nous aimons et que nous sommes décidés à poursuivre et à maintenir. Merci à la technique, il y avait Alun Diassé, caméra Pafal et Augustin Maga, logistique Souleymane Tognan, digital Sandra Ndiaye. Vous pouvez écouter cette émission sur notre site www.emedia.sn. iRadio l'officiel, c'est aussi la page Facebook de cette émission. Au micro, Alassane Sambondio. Bon dimanche à tous.
La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur e-radio. 90